Par une froide nuit de São Paulo, le milliardaire Marcelo Brandão aperçoit un garçon grelottant dans la rue, enveloppé dans une couverture brodée du nom de son fils disparu. 10 ans après l'enlèvement de son nourrisson, cet enfant pourrait-il être le miracle qu'il n'a jamais cessé d'espérer? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. La nuit d'hiver à São Paulo n'avait jamais semblé aussi froide. Marcelo Brandão serra plus fort son élégant manteau autour de ses larges épaules en sortant de sa voiture avec chauffeur. À 45 ans, ses cheveux poivre et sel et sa mâchoire carrée lui donnèrent l'apparence distinguée qui correspondait à sa réputation d'un des hommes d'affaires, les plus impitoyables du Brésil. « Avez-vous besoin de quelque chose d'autre ce soir, monsieur ?» demanda Roberto, son chauffeur depuis 15 ans. « Non, vous pouvez rentrer auprès de votre famille », répondit Marcelo, sa voix portant le poids d'un homme qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais rien de ce qui comptait, vraiment. Alors que Roberto s'éloignait, Marcelo resta debout devant le gratte-ciel scintillant qui abritait le siège social de Brandão Enterprises. La réunion du conseil d'administration avait duré tard, comme d'habitude. Une autre société acquise, une centaine d'emplois supplémentaires qu'il devrait supprimer. Les affaires sont les affaires. L'émotion n'avait pas sa place dans son monde. Plus maintenant. Il allait entrer dans le bâtiment quand quelque chose attira son attention. Une petite silhouette blottie contre le mur d'une ruelle voisine, grelottant violemment dans le froid inhabituel. Marcelo serait normalement passé sans rien dire. Les rues de São Paulo étaient pleines de sans-abri, et son assistant faisait régulièrement des dons au refuge en son nom. C'était suffisant. Ça devait l'être. Mais ce soir-là, quelque chose l'arrêta. Peut-être était-ce la taille de la silhouette. Clairement un enfant, pas un adulte. Peut-être était-ce la façon dont les bras maigres du garçon étaient enveloppés autour de ses genoux, essayant désespérément de conserver sa chaleur corporelle. Avant même de savoir ce qu'il faisait, Marcelo se retrouva à marcher vers la ruelle. « Hé !» appela-t-il. « Garçon !» L'enfant leva les yeux, la peur emplissant immédiatement ses grands yeux. Il ne pouvait pas avoir plus de 9 ou 10 ans. Son visage sale était strié de larmes séchées, et ses vêtements étaient usés et minces, totalement inadaptés à la froide nuit. « Je ne vais pas te faire de mal, » dit Marcelo, adoucissant sa voix. « Es-tu seul ici ?» Le garçon hocha la tête hésitamment. « Où sont tes parents ?» L'enfant baissa les yeux. « Je n'en ai pas. » Marcelo sentit quelque chose bouger en lui, une sensation qu'il avait enfouie profondément pendant une décennie. C'était le sentiment qu'il avait presque détruit lorsque son fils nourrisson avait été enlevé de leur maison pendant qu'il dormait avec sa femme. La perte avait brisé son mariage avec Helena, qui le blâmait d'insister pour qu'il puisse se débrouiller sans sécurité permanente. La culpabilité l'avait endurci, transformant l'homme autrefois compatissant en le dirigeant froid, connu aujourd'hui pour ses tactiques commerciales impitoyables. « Attends ici », dit Marcelo. Il retourna au bâtiment et alla directement à son bureau privé au dernier étage. Dans un placard où il gardait des vêtements de rechange pour les sessions de travail inattendues de nuit, il y avait une couverture en laine. Il la prit et retourna en bas. Le garçon était toujours là, ayant l'air comme s'il pouvait s'enfuir à tout moment. « Tiens », dit Marcelo, tendant la couverture. « Prends-la, elle t'aidera à rester au chaud. » L'enfant regarda l'offrande avec incrédulité, comme s'il s'attendait à une sorte de ruse. Lentement, il tendit la main et prit la couverture avec des doigts tremblants. « Merci, monsieur », murmura-t-il, la voix rauque, alors que le garçon commençait à déplier la couverture pour s'envelopper. Quelque chose attira son attention. Ses doigts se figèrent sur une partie du tissu, et ses yeux s'écarquillèrent. Avec précaution, il retourna une partie de l'ourlet où quelque chose était cousu entre les couches. Marcelo regardait, curieux au début, puis figé de choc, alors que le garçon révélait une petite étiquette avec des lettres brodées. Marcelo, lut lentement le garçon. Le monde sembla s'arrêter. Marcelo eut l'impression que tout l'air avait été aspiré de ses poumons. Cette couverture spécifique, ce n'était pas n'importe quelle couverture de rechange qu'il gardait au bureau, c'était celle qu'il avait prise de la chambre de son fils après l'enlèvement. Le seul objet qu'il avait gardé comme un rappel de sa plus grande perte. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda innocemment le garçon, pointant le nom. Marcelo ne pouvait pas parler. La couverture avait été faite sur mesure par Helena, lorsqu'elle était enceinte. Elle avait affectueusement brodé le nom qu'ils avaient choisi pour leur fils, Marcelo Jr., dans la doublure,
une tradition familiale de sa famille, le même nom que le sien. Cette couverture, réussit finalement à dire Marcelo, sa voix à peine plus qu'un murmure. Laisse-moi la voir à nouveau. Ah. Le garçon la lui rendit, la confusion écrite sur son visage. Les mains de Marcelo tremblaient alors qu'il examinait le tissu. Il n'y avait aucun doute. La douce laine bleue, les délicats points le long du bord, le nom brodé. C'était la couverture de son fils, celle qui avait disparu avec son enfant et la nounou Lucia il y a 10 ans. Il regarda le garçon plus attentivement maintenant. Les cheveux étaient de la bonne couleur, foncés comme ceux d'Elena. Les yeux, pouvaient-ils avoir la même forme que les siens? L'âge serait juste. Son fils aurait 10 ans maintenant. « Comment t'appelles-tu » demanda Marcelo, essayant de garder sa voix stable. « Lucas » répondit le garçon. Pas Marcelo Junior, mais bien sûr les ravisseurs auraient changé son nom. « Lucas quoi? As-tu un nom de famille » Le garçon hésita. « Lucas Ferreira. » Ferreira, un nom qui ne disait rien à Marcelo. Ce n'était pas le nom de famille de Lucia qui était Santos. « Où habites-tu, Lucas? Qui s'occupe de toi » L'expression du garçon se ferma. « Personne. Je m'occupe de moi-même. »« Et avant, tu as dû avoir quelqu'un. » Lucas regarda ses chaussures usées. « J'étais avec tante Rita, mais elle est morte le mois dernier. Les voisins m'ont laissé rester un moment, mais ensuite ils ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de nourrir une bouche de plus. Et avant tante Rita ?» Lucas haussa les épaules. « Je ne me souviens pas grand-chose. J'étais avec tante Rita depuis que je suis petit. » Le cœur de Marcelo battait dans sa poitrine. Était-ce possible? Après 10 ans d'enquêteur privé, de fausses pistes et d'espoirs brisés, son fils aurait-il pu se retrouver dans la rue à quelques pâtés de maison de son bureau? « Lucas, aimerais-tu quelque chose à manger » demanda Marcelo, prenant une décision soudaine. Les yeux du garçon s'illuminèrent, mais le soupçon remplaça rapidement la faim. « Je ne suis pas censé aller avec des inconnus. C'est très intelligent, » dit Marcelo, luttant pour contrôler ses émotions. « Que dirais-tu de ceci? Il y a un café juste en face. On peut s'asseoir près de la fenêtre, où tout le monde peut nous voir. Tu peux manger ce que tu veux, et je peux te poser quelques questions sur d'où tu viens. » Lucas réfléchit un instant, puis hocha lentement la tête. « D'accord. De l'autre côté de la rue au café, Paolo. » Marcelo regarda Lucas dévorer un sandwich et une soupe. Le garçon mangeait comme quelqu'un qui n'avait pas vu de repas convenable depuis des jours, ce qui était probablement vrai. « Cette couverture, » dit prudemment Marcelo, tenant le précieux tissu. « Sais-tu quelque chose à son sujet » Lucas secoua la tête, la bouche pleine de nourriture. Après avoir avalé, il ajouta « Tante Rita l'avait. Elle a dit que c'était la mienne depuis que j'étais bébé. » Et qui était tante Rita? Était-elle vraiment ta tante? Je ne crois pas, admit Lucas. Parfois, quand elle buvait, elle disait des choses comme si elle n'était pas censée me garder, mais qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher parce qu'elle m'aimait tellement. Marcelo sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps. A-t-elle déjà mentionné quelqu'un qui s'appelait Lucia? La fourchette de Lucas s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. C'était son vrai nom. Rita était son deuxième prénom. Comment le savez-vous? Il fallut toute la maîtrise de Marcelo pour ne pas réagir visiblement. Lucia, la nounou qui avait disparu avec son fils, qui s'était apparemment renommée Rita et avait gardé son enfant toutes ces années. Juste une supposition, dit Marcelo, essayant de paraître décontracté. Lucas, as-tu quelque chose avec toi? Des documents ou des photos? Le garçon hocha la tête hésitamment. De son sac à dos en lambeaux, il sortit un sac en plastique froissé contenant quelques objets. Un petit album photo, une médaille ternie sur une chaîne et un document plié qui ressemblait à un acte de naissance. Marcelo tendit la main vers l'acte de naissance avec une main qui ne cessait de trembler. Il indiquait Lucas Ferreira comme le nom de l'enfant, né le même jour que son fils. Mère, Lucia Rita Santos. Père, inconnu. Il ouvrit ensuite l'album photo. La première photo montrait une Lucia beaucoup plus jeune, tenant un bébé. Un bébé enveloppé dans la même couverture que Marcelo tenait maintenant dans ses mains. « Lucas, » dit Marcelo, la voix brisée malgré ses efforts, « je crois que je sais qui tu es, et je crois que tu pourrais être mon fils. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent d'incrédulité. « Quoi? Mais tante Rita a dit que mon père ne me voulait pas. Elle a menti. » dit Marcelo, sentant la colère, le chagrin et l'espoir monter en lui. « Si tu es celui que je crois, je te cherche tous les jours depuis 10 ans.
Lucas le regarda, luttant visiblement pour assimiler cette information. Mais comment? Pouvez-vous le savoir? Cette couverture, dit Marcelo, la tenant en l'air. Elle a été spécialement faite pour mon fils avant sa naissance. Ma femme y a brodé le nom de notre famille. Et tu es né le 15 avril 2015, n'est-ce pas? Lucas hocha lentement la tête. C'est le même jour où mon fils est né. Et Lucia, ta tante Rita, elle était notre nounou. Elle a disparu avec notre petit garçon. Marcelo sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle nous a tout pris. Mon fils, mon mariage, ma vie. Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Demanda Lucas, la voix faible. Je ne sais pas, avoua Marcelo. Je n'ai jamais compris. Elle semblait tellement l'aimer. Lucas resta silencieux, les yeux fixés sur son assiette vide. Puis il prit la médaille dans le sac plastique et la tendit à Marcelo. Elle m'a donné ça. Elle a dit que c'était important. Marcelo prit la médaille, les mains tremblantes. C'était une médaille de Saint-Christophe, identique à celle qui se trouvait dans le berceau de son fils le soir où il avait été enlevé. Au dos, une gravure. À Marcelo Jr. avec toujours amour papa et maman. Les larmes coulèrent maintenant librement sur le visage de Marcelo, tandis qu'il serrait la médaille dans sa main. Il n'y avait plus aucun doute. Ce garçon maigre, affamé, magnifique, était son fils. « Lucas, dit-il à travers ses larmes, je crois qu'on doit aller au commissariat. Et ensuite, on doit faire un test ADN. Mais je suis presque certain que tu es mon fils, Marcelo Junior. » Le garçon leva les yeux vers lui, les yeux grands et incertains. « Que se passe-t-il si je le suis ?»« Alors tu rentres à la maison, » répondit simplement Marcelo. « Là où tu as toujours appartenu. »« Avez-vous d'autres enfants ?» demanda Lucas. « Non, » répondit Marcelo. « Seulement toi. Après ton enlèvement, ta mère et moi, nous n'avons pas pu rester ensemble. La douleur était trop forte. Donc, ce serait juste nous ?» Il y avait un mélange d'espoir et de peur dans la voix du garçon. « Oui, juste nous. J'ai une grande maison avec beaucoup de place. Tu aurais ta propre chambre. Tu irais à l'école. Tu aurais tout ce dont tu as besoin. » Marcelo hésita, puis ajouta doucement « Tout ce que tu mérites. » Lucas regarda la couverture, passant ses petits doigts sur le nom brodé. « Puis-je la garder, même si je ne suis pas votre fils ?» Marcelo sentit son cœur se briser à nouveau. « Oui, bien sûr. Mais Lucas, je pense que tu es mon fils. Et si tu l'es, je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de te chercher. Pas un seul jour. » Le garçon cligna rapidement des yeux, luttant contre ses propres larmes. « Que faisons-nous maintenant? D'abord, nous allons au commissariat. Ils doivent savoir ce qui s'est passé. Ensuite, nous devons appeler Elena, ta mère. Et après ça, nous rentrons à la maison. » Marcelo tendit la main à travers la table. « Es-tu prêt ?» Après un long moment, Lucas posa sa petite main dans celle de Marcelo. « D'accord. » En quittant le café ensemble, Marcelo sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la couverture qu'il portait. Pour la première fois en 10 ans, il se permit de ressentir de l'espoir. Quoi qu'il arrive ensuite, les rapports de police, les tests ADN, l'inévitable tempête médiatique, rien de tout cela n'importait autant que la petite main dans la sienne. La nuit qui avait commencé, comme toutes les autres, était devenue la nuit qui allait tout changer. Alors qu'ils marchèrent vers sa voiture, Marcelo jeta un coup d'œil au garçon qui pourrait être son fils et fit une promesse silencieuse. Si Lucas était vraiment Marcelo Jr., il ne le laisserait plus jamais partir. Et si, par un cruel tour du destin, il ne l'était pas, Marcelo s'assurerait quand même que cet enfant ne passerait plus jamais une nuit froide et seul dans la rue. Certaines choses étaient plus importantes que les affaires. Certaines choses étaient plus importantes que tout. Le commissariat de São Paulo était plus occupé que Marcelo ne l'avait prévu pour cette heure de la nuit. Des agents se déplaçaient d'avant en arrière, traitant le flux habituel d'ivrognes et de petits délinquants. Lucas resta près de Marcelo, visiblement mal à l'aise dans cet environnement chaotique. « Ça va », l'assura Marcelo. « Nous ne serons pas longtemps ici. » Après avoir expliqué leur situation au sergent de service, ils furent conduits dans une petite salle d'interrogatoire et on leur demanda d'attendre la détective Oliveira, spécialisée dans les affaires de personnes disparues. « As-tu encore faim ?» demanda Marcelo, remarquant que Lucas regardait le distributeur automatique dans le coin. Le garçon secoua la tête, mais son estomac grogna bruyamment, le trahissant. « Il n'y a pas de mal à dire oui », dit doucement Marcelo. « Tu peux prendre ce que tu veux.
10 minutes plus tard, Lucas avait les genoux pleins de friandises et un soda, tandis que Marcelo arpentait la pièce, consultant fréquemment son téléphone. Il avait laissé un message à Elena, son ex-femme, mais elle ne l'avait pas encore rappelé. Comment pouvait-il lui dire ce qui s'était passé au téléphone de toute façon? La porte s'ouvrit et une femme d'une 50aine d'années entra. Ses cheveux foncés étaient striés de gris, et elle se tenait avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait tout vu. « Monsieur Brandão, je suis la détective Maria Oliveira. » Elle se tourna vers Lucas avec un sourire chaleureux. « Et vous devez être Lucas. J'ai entendu dire que vous avez passé une sacrée soirée. » Lucas hocha la tête, la bouche pleine de chocolat. La détective Oliveira s'assit en face d'eux. « J'ai sorti le dossier de la disparition de votre fils, monsieur Brandão. C'est toujours une affaire en cours, même si je dois être honnête. Après 10 ans, la plupart des enfants ne sont jamais retrouvés. »« Mais il a été retrouvé !» insista Marcelo, posant sa main de manière protectrice sur l'épaule de Lucas. « C'est mon fils, j'en suis sûr. » L'expression de la détective resta neutre. « Nous devrons le confirmer avec un test ADN. J'ai déjà demandé à un technicien de venir prélever des échantillons sur vous deux. Combien de temps faudra-t-il pour obtenir les résultats ?» demanda Marcelo avec impatience. « Normalement quelques jours, mais étant donné qui vous êtes, j'ai demandé un traitement accéléré. Nous devrions le savoir demain après-midi. » Lucas leva les yeux vers Marcelo avec des yeux anxieux. « Que me restera-t-il cette nuit ?» Avant que Marcelo puisse répondre, la détective Oliveira l'interrompit. « La procédure standard serait de vous placer dans un foyer d'accueil temporaire, jusqu'à ce que nous puissions déterminer... »« Non !» interrompit fermement Marcelo. « Il reste avec moi. Monsieur Brandão, je comprends vos sentiments, mais il y a des protocoles. Je me fiche des protocoles. C'est mon fils. Il est loin de chez lui depuis 10 ans. Je ne le laisserai pas passer une autre nuit avec des inconnus. » La détective Oliveira soupira. « C'est irrégulier, mais compte tenu des circonstances et de votre position dans la communauté, je suppose que nous pourrions faire une exception. Vous devrez signer des papiers de tutelle temporaire, quoi qu'il en coûte. » Alors qu'ils attendirent les papiers et le technicien ADN, le téléphone de Marcelo sonna. « Elena, excusez-moi, dit-il, s'éloignant de Lucas et de la détective. Je dois prendre ça. » Il sortit dans le couloir, le cœur battant. « Elena? Marcelo, qu'est-ce qui se passe? Votre message disait que c'était à propos de Marcelo Jr. Est-ce une autre fausse piste? Parce que je ne peux pas continuer à faire... Ça, c'est différent cette fois. » l'interrompit-il, la voix tendue d'émotion. « Elena, je l'ai trouvé. J'ai retrouvé notre fils. » Le silence au bout du fil dura si longtemps que Marcelo pensa que l'appel avait été interrompu. Puis il entendit un léger sanglot étouffé. « Ne me fais pas ça si tu n'es pas sûr, » murmura finalement Elena. « Je suis au commissariat en ce moment. Nous faisons des tests ADN, mais Elena, c'est lui. Il a la couverture, celle que tu as faite avec son nom dessus. Et la médaille de Saint-Christophe que nous avons mise dans son berceau. Lucia l'a pris. Elle l'a élevé comme son neveu sous le nom de Lucas. » Un autre sanglot, plus fort cette fois. « Où est-elle, Lucia? Je veux la voir. Je veux la regarder dans les yeux et lui demander pourquoi. »« Elle est morte, » dit tranquillement Marcelo. « Elle est morte il y a 1 mois. Lucas vivait dans la rue. »« Oh mon Dieu, » haleta Elena. « Mon bébé était sans abri? Mon bébé était dans la rue? Il est en sécurité maintenant. Je le ramène à la maison ce soir. »« Je viens, » dit immédiatement Elena. « J'ai besoin de le voir. »« Bien sûr, mais Elena, fais attention. Il ne nous connaît pas. Il est confus et effrayé. Nous devons y aller doucement. J'ai attendu 10 ans pour tenir mon fils à nouveau dans mes bras, » dit Elena, la voix brisée. « J'y serai dans 30 minutes. » Après avoir raccroché, Marcelo revint trouver Lucas donnant un échantillon d'ADN. Un simple frottement buccal. Le garçon leva les yeux vers lui, avec des yeux inquiets. « Est-ce que ça fait mal ?» demanda doucement Marcelo. « Non, » dit Lucas. « Mais que se passe-t-il si le test dit que je ne suis pas votre fils ?» La question frappa Marcelo comme un coup physique. Il ne s'était pas permis d'envisager cette possibilité, pas depuis qu'il avait vu la couverture et la médaille. « Si cela arrive, dit-il prudemment, nous trouverons une solution ensemble. Je te promets que tu ne seras plus jamais seul. » 2 heures plus tard, après avoir rempli ce qui semblait être une paperasse infinie, Marcelo et Lucas arrivèrent au manoir Brandão dans le quartier exclusif des Jardins. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent alors qu'il passait les imposantes grilles.
et remontait la longue allée incurvée. « Vous habitez ici » demanda-t-il avec incrédulité. « Nous habitons ici », corrigea doucement Marcelo. « Du moins pour l'instant. » L'immense maison était éclairée, ce qui était inhabituel à cette heure de la nuit. Alors qu'ils arrivaient à la porte d'entrée, Marcelo aperçut la voiture d'Elena déjà garée dans l'allée circulaire. « Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres », dit Marcelo, se sentant soudainement nerveux. « Ta Hélène, la femme qui pourrait être votre mère. » Lucas serra plus fort sa couverture. « Et si elle ne m'aime pas ?»« C'est impossible », le rassura Marcelo, même si son anxiété grandissait. Hélène avait changé en 10 ans depuis leur divorce. Ils ne se parlaient presque plus, sauf par l'intermédiaire d'avocats, tous deux trop blessés par leur perte commune pour entretenir une quelconque relation. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il n'arrive. Hélène se tenait là, élégante comme toujours dans une simple robe noire, ses cheveux foncés désormais grisonnants aux tempes. À 43 ans, elle était toujours belle, bien qu'une certaine fragilité se soit installée, absente, avant leur tragédie. Ses yeux se posèrent immédiatement sur Lucas et sa main se porta à sa bouche. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Hélène fit un pas en avant, les jambes visiblement tremblantes. « Bonjour », dit-elle, la voix à peine audible. Lucas se rapprocha légèrement de Marcelo. « Bonjour », répondit-il timidement. Hélène regarda Marcelo, les yeux emplis de larmes. « Il a votre menton », chuchota-t-elle. « Et mes yeux ». Marcelo hocha la tête, incapable de parler à cause du nœud qui lui serrait la gorge. « Veuillez entrer », dit Hélène en reculant. « J'ai demandé à Rosa de préparer une chambre pour vous, Lucas, et il y a de la nourriture si vous avez faim. » À l'intérieur, la maison était aussi grandiose que son extérieur le suggérait. Lucas regarda autour de lui avec émerveillement les sols en marbre, les lustres en cristal et les œuvres d'art inestimables. « Par ici », dit Hélène, les conduisant vers la cuisine. Rosa, la gouvernante qui travaillait chez Marcelo depuis avant son mariage, attendait. Ses yeux étaient rouges et elle serrait un mouchoir. « Est-ce vrai, monsieur Brandon ?» demanda-t-elle. « Est-ce vraiment notre petit garçon ?»« Nous le pensons, Rosa », répondit Marcelo. « Nous attendons le résultat du test ADN pour le confirmer. » Rosa s'approcha de Lucas lentement, comme on s'approcherait d'un animal apeuré. « Bonjour, jeune homme, » dit-elle chaleureusement. « J'ai préparé des pâtes fraîches et un gâteau au chocolat. Avez-vous faim ?» Lucas hocha la tête avec empressement, faisant sourire tout le monde. Pendant que Lucas mangeait, Marcelo et Hélène restèrent assis en face de lui, incapables de détacher leurs yeux du garçon qui pourrait être leur fils perdu depuis longtemps. Chaque geste, chaque expression était scrutée à la recherche de traits familiers. « Lucas, » dit Hélène avec précaution, « te souviens-tu de quelque chose de quand tu étais très petit, avant Lucia, avant que tante Rita ne s'occupe de toi ?» Lucas fronça les sourcils en se concentrant. « Pas vraiment. Juste des sentiments. »« Parfois. »« Quel genre de sentiments ?» demanda Marcelo. « Comme, parfois je rêve d'une chambre avec des murs bleus et des étoiles au plafond, et quelqu'un qui chante. » Il haussa les épaules. « Mais tante Rita a dit que c'était juste mon imagination. » Hélène haleta doucement. Sa chambre d'enfant était bleue avec des étoiles phosphorescentes, et je lui chantais une berceuse tous les soirs. Après le dîner, Rosa conduisit Lucas dans sa chambre. Non pas la chambre d'enfant qui avait été préservée comme un sanctuaire toutes ces années, mais une chambre d'amis qui avait été préparée à la hâte. « Il y a un pyjama sur le lit. » Amos expliqua Rosa. « Il sera peut-être un peu grand, mais ça fera l'affaire pour ce soir. Demain, nous pourrons vous trouver des vêtements appropriés. »« Merci, » dit Lucas, regardant autour de la pièce qui était plus grande que n'importe. Quel appartement entier où il avait jamais vécu avec tante Rita. La salle de bain est là-bas, continua Rosa en montrant une porte. Il y a des serviettes propres si vous voulez prendre une douche. Une fois Lucas installé dans sa chambre, Marcelo et Hélène se retirèrent dans le salon. Pendant un long moment, ils restèrent assis, en silence, le poids des événements de la soirée pesant sur eux. « Penses-tu vraiment que c'est lui ?» demanda enfin Hélène, la voix à peine plus forte qu'un murmure. « Oui, » dit Marcelo fermement. « Tout correspond. La couverture, la médaille, son âge, son anniversaire. Et Lucia, tout prend du sens. Mais pourquoi? Pourquoi l'aurait-elle emmené? Elle l'aimait. Nous lui faisions confiance. » Marcelo secoua la tête. « Je ne sais pas. Peut-être que le test ADN nous posera plus de questions que de réponses pour la police. »
Mais pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que ce garçon là-haut a besoin de nous, qu'il soit notre fils ou non. » Hélène essuya une larme. « Quand je l'ai vu debout, là, Marcelo, mon cœur le savait. Une mère connaît son enfant. Nous aurons les résultats demain, » lui rappela Marcelo. « Ensuite, nous saurons avec certitude. » Ils retombèrent dans le silence, chacun perdu dans ses pensées. « Je devrais y aller, » dit finalement Hélène. « Il est tard, et c'est beaucoup à assimiler pour tout le monde. »« Tu pourrais rester, » proposa Marcelo, se surprenant lui-même. « Il y a plein de chambres d'amis. Et si c'est lui, si c'est Marcelo Jr., il devrait se réveiller avec ses 2 parents. » Hélène hésita, puis hocha la tête. « D'accord, je resterai. » Avant d'aller dans leurs chambres respectives, ils s'arrêtèrent tous les deux devant la porte de Lucas. La lumière était encore allumée. Marcelo frappa doucement. « Lucas, tout va bien? Entrez, » répondit la petite. « Vois. » Ils trouvèrent Lucas assis en tailleur sur le lit, la couverture bleue étalée devant lui. Il traçait le nom brodé avec son doigt. « Je n'arrive pas à dormir, » admit-il. « Tout est trop silencieux et grand. » Marcelo et Hélène échangèrent un regard. « Est-ce que ça t'aiderait si l'un de nous restait avec toi jusqu'à ce que tu t'endormes ?» demanda Hélène avec hésitation. Lucas réfléchit puis hocha la tête. « Pourriez-vous rester tous les deux, juste un petit moment ?» Et ainsi, ils se retrouvèrent assis de chaque côté du lit de Lucas, tous, les 3 ensemble pour la première fois en 10 ans. Hélène, incapable de s'en empêcher, commença à fredonner doucement, la même berceuse qu'elle avait chantée à son bébé il y a tant d'années. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent en signe de reconnaissance. « Cette chanson, je connais cette chanson. » La voix d'Hélène se brisa. « Tu la connais ?»« Dans mes rêves, » dit Lucas avec somnolence. « La chambre avec les étoiles. » Marcelo et Hélène se regardèrent par-dessus la tête du garçon qui se trouvait entre eux, de nouvelles larmes aux yeux. Aucun test ADN n'aurait pu leur donner plus de certitude que cette simple déclaration. Alors que Lucas finissait par s'endormir, la couverture toujours serrée dans ses petites mains, Marcelo tendit la main et prit celle d'Hélène. « Nous l'avons retrouvé, » chuchota-t-il. « Nous l'avons vraiment retrouvé. » Le lendemain matin, Lucas se réveilla avec la sensation inconnue d'un lit moelleux et de couverture chaude. Pendant un instant, il paniqua, ne reconnaissant pas son environnement. Puis, les événements de la nuit précédente lui revinrent en mémoire. Il s'assit rapidement, s'attendant à moitié à ce que tout cela n'ait été qu'un rêve. Mais non, il était toujours dans l'énorme chambre avec ses meubles de luxe et son épais tapis. La couverture bleue était toujours à côté de lui, preuve tangible que la nuit précédente avait été réelle. On frappa à la porte. « Lucas, tu es réveillé ?» C'était la voix de Marcelo. « Oui », répondit Lucas. Marcelo entra, déjà vêtu d'un costume impeccable, mais ayant l'air de ne pas avoir beaucoup dormi. « Bonjour, as-tu bien dormi ?» Lucas hocha la tête. « Est-ce vrai, ce que tu as dit hier soir, que je pourrais être ton fils? Je le crois, » dit Marcelo en s'asseyant au bord du lit. « Nous devrions le savoir avec certitude bientôt. » Le détective Oliveira a appelé. Le laboratoire est en train de traiter nos échantillons. « Que se passe-t-il si je le suis ?» demanda Lucas en jouant avec le bord de la couverture. « Alors tu restes ici, avec moi. Et ta mère ferait aussi partie de ta vie. Tu irais à l'école, tu aurais tout ce dont tu as besoin. Et si je ne le suis pas ?» Marcelo hésita seulement brièvement. « Alors, on trouvera autre chose, mais tu n'as pas à t'inquiéter de te retourner dans la rue, je te le promets. » En bas, Hélène attendait dans la salle à manger où un festin de petit déjeuner avait été préparé. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent à la vue de tant de nourriture. « Je n'étais pas sûr de ce que tu aimais, » expliqua Hélène, un sourire nerveux sur le visage. Alors Rosa a fait un peu de tout. Pendant le petit déjeuner, Hélène continuait de tendre la main comme pour toucher Lucas, puis de se retirer au dernier moment. Elle lui posa des questions douces sur sa vie avec tante Rita, chaque réponse semblant la blesser même si elle avait soif de plus amples informations. « Était-elle gentille avec toi ?» demanda enfin Hélène, la question qu'elle avait évitée. Lucas y réfléchit. La plupart du temps, elle s'énervait parfois, surtout quand elle buvait, et on déménageait beaucoup. Elle disait que c'était à cause du travail, mais maintenant je pense qu'elle fuyait peut-être quelque chose. « Nous, » dit Marcelo doucement, « nous n'avons jamais cessé de chercher. » Lucas baissa les yeux sur son assiette.
Elle m'a dit que mes parents ne me voulaient pas, qu'ils me lui avaient donné parce qu'ils étaient trop occupés avec leurs emplois importants. Hélène poussa un son de pure douleur. Ce n'est pas vrai. Pas un mot n'est vrai. Nous te voulions plus que tout au monde. Quand tu as été enlevé, sa voix se brisa. Cela nous a détruits. Avant que Lucas ne puisse répondre, le téléphone de Marcelo sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran. C'est le détective Oliveira. Il répondit, passant en mode haut-parleur. Détective, avez-vous les résultats? Oui, monsieur Brandão. L'ADN le confirme. Lucas Ferreira est votre fils biologique, Marcelo Brandão Jr. La pièce devint complètement silencieuse. Helena se couvrit la bouche des 2 mains, les larmes coulant sur son visage. Marcelo ferma les yeux, submergé par une vague d'émotions si puissante qu'il ne pouvait parler. Lucas les regarda tour à tour, son expression un mélange de confusion et d'émerveillement. Alors, c'est vrai? Vous êtes vraiment? À mes parents? Oui, murmura Helena, tendant enfin la main pour toucher son visage. Tu es notre fils, notre bébé, notre Marcelo. Pour la première fois depuis qu'il l'avait retrouvé, Lucas se mit à pleurer, pas de larmes, silencieuses, mais de profonds sanglots déchirants qui secouaient son corps frêle. Helena bougea sans réfléchir, le serrant dans ses bras et le tenant fermement contre elle. « Tout va bien », murmura-t-elle, le berçant doucement. « Tout va bien. Nous t'avons maintenant. Nous t'avons. » Marcelo les rejoignit, enlaçant Helena et Lucas. Pendant un moment, ils furent à nouveau une famille, brisée, endommagée, mais pourtant miraculeusement réunis. Plus tard, ce jour-là, le détective Oliveira arriva avec d'autres nouvelles. « Nous avons passé au peigne fin l'appartement de Lucia Santos », expliqua-t-elle. « Nous avons trouvé un journal intime. Il semble qu'elle souffrait de graves problèmes de santé mentale depuis des années. D'après ses écrits, elle s'était persuadée que vous étiez trop occupé pour bien vous, occupé de votre fils. Elle croyait qu'elle était la seule à l'aimer vraiment. C'est absurde, dit Helena avec colère. Nous adorions notre fils. Oui, nous travaillions, mais nous étions des parents dévoués. La maladie mentale ne suit pas la logique, Madame Brandão, dit doucement la détective. Dans son esprit, elle le sauvait, pas le volait. A-t-elle jamais envisagé de le rendre? Demanda Marcelo. Au moment où elle réalisa ce qu'elle avait fait, elle avait peur d'aller en prison. Alors elle a continué à fuir, se déplaçant de ville en ville. Le détective Oliveira hocha tristement la tête. Il y aura une enquête complète, bien sûr, mais Lucia étant décédée, nous ne connaîtrons peut-être jamais toute la vérité. Après le départ de la détective, Lucas se tourna vers Marcelo et Helena. Que se passe-t-il maintenant? C'était une question simple, sans réponse simple. Comment une famille commence-t-elle à se reconstruire après 10 ans de séparation? Comment des parents apprennent-ils à connaître un enfant qui a grandi sans eux? Comment un garçon s'adapte-t-il à des parents qui sont essentiellement des étrangers? Maintenant, dit Marcelo, prenant la main de Lucas dans la sienne, nous y allons un jour à la fois. Nous apprenons à nous connaître. Nous apprenons à être à nouveau une famille. Puis-je rester Lucas? Demanda hésitamment le garçon. Je sais que mon vrai nom est Marcelo, mais j'ai toujours été Lucas. Helena et Marcelo échangèrent un regard. Bien sûr que tu peux, dit doucement Helena. Tu peux être qui tu veux être. Ce soir-là, alors que Lucas dormait dans sa nouvelle chambre, Marcelo et Helena s'assirent sur la terrasse, regardant les lumières de la ville. « Vas-tu rester ?» demanda doucement Marcelo. « Pas seulement ce soir, mais plus longtemps ?» Helena garda le silence pendant un long moment. « Je ne sais pas. Nous sommes des personnes différentes maintenant, Marcelo. La perte nous a tous les deux changés. La retrouvaille peut aussi nous changer, dit-il. Je ne dis pas que nous reprenions là où nous nous étions arrêtés. C'est impossible. Mais peut-être pouvons-nous trouver une nouvelle voie pour Lucas. » « Pour Lucas, acquiesça Helena, levant les yeux vers la fenêtre de la chambre de leur fils. Il a besoin de nous deux. Assises là ensemble, aucune ne parla de la longue route qui les attendait. L'attention des médias qui allait inévitablement arriver. Les procédures judiciaires pour établir officiellement l'identité de Lucas. La thérapie dont ils auraient tout besoin. C'était en des préoccupations pour demain. Ce soir-là, ils avaient retrouvé leur fils. Ce soir-là, on leur avait donné une seconde chance. Et ce soir-là, pour la première fois en 10 ans, il y avait de l'espoir de guérir les blessures qui avaient failli les détruire tous. Le lendemain matin, la nouvelle a éclaté.
Malgré les efforts de Marcelo pour garder la situation privée, quelqu'un au poste de police avait divulgué l'histoire à la presse. À l'aube, les journalistes campaient devant les grilles du manoir Brandon, leurs caméras et leurs microphones prêts à capturer le moindre aperçu du miracle familial. « Monsieur Brandon, est-il vrai que vous avez retrouvé votre fils ? Kidnappé, Madame Brandon. Que ressentez-vous d'avoir votre enfant de retour après 10 ans ? Lucas, Lucas, regardez de ce côté !» Marcelo se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant la foule croissante avec une expression sombre. « C'est exactement ce que je craignais, » dit-il alors qu'Elena entrait dans la pièce. « Ils vont transformer notre fils en attraction de cirque. » Elena le rejoignit à la fenêtre. « Nous savions que cela allait arriver. C'est une histoire trop importante pour rester cachée. » Elle posa une main sur son bras. « Nous devons contrôler le récit, Marcelo. Si nous ne leur donnons rien, ils inventeront leurs propres histoires. Et qu'en est-il de Lucas? Il n'est avec nous que depuis un jour. Il est à peine en train de comprendre qui il est, et maintenant il doit faire face à ça. » Marcelo fit un geste de colère vers les journalistes. « Où est-il maintenant ?» demanda Elena. « Encore en train de dormir. Rosa veille sur lui. » Marcelo passa une main dans ses cheveux. « J'ai appelé Carlos. Il prépare une déclaration pour la presse, et j'ai doublé la sécurité à toutes les portes. » Elena hocha la tête. Carlos Mendes était le responsable des relations publiques de Marcelo depuis des années, ayant géré d'innombrables crises commerciales. Mais c'était différent, c'était personnel. « Nous devrions parler à Lucas lorsqu'il se réveillera, » dit Elena. « Le préparer à ce qui se passe. » Le téléphone de Marcelo sonna. C'était Carlos. « La presse est folle, Marcelo, » dit Carlos sans préambule. « Tous les organes de presse au Brésil veulent une exclusivité. J'ai également reçu des appels de médias internationaux. Cette histoire explose. Gardez-les simplement loin de la maison, Carlos. Nous avons besoin de temps. Vous ne pouvez pas vous cacher pour toujours. Le public est fasciné. Le fils kidnappé du milliardaire retrouvé une décennie plus tard, c'est l'histoire de l'année. Vous devez leur donner quelque chose, sinon ils inventeront leur propre version. » « Bien, » concéda Marcelo. « Une déclaration. Pas d'interview, pas de photo de Lucas. Je veux que sa vie privée soit protégée. Je comprends. Je vais rédiger quelque chose et vous l'envoyer. Mais Marcelo, ce n'est que le début. Vous devez vous préparer à ce qui arrive. » Après avoir raccroché, Marcelo se tourna vers Elena. « Nous devons parler à Lucas. Cela va devenir très compliqué. » Ils retrouvèrent Lucas dans la cuisine avec Rosa, savourant un petit déjeuner tardif de crêpes et de fruits frais. « Bonjour, » dit Elena, forçant un sourire. « As-tu bien dormi ?» Lucas hocha la tête, la bouche pleine de crêpes. Il semblait plus à l'aise aujourd'hui, moins sur la défensive. « Lucas, » commença Marcelo, s'asseyant en face de lui, « il y a quelque chose dont nous devons discuter. Il s'agit de qui tu es, qui nous sommes en tant que famille. » Le garçon posa sa fourchette, soudainement alerte. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Il n'y a rien de mal, » l'assura rapidement Elena. « Mais notre histoire, ton histoire, est très inhabituelle, et les gens s'intéressent aux histoires inhabituelles. »« Il y a des journalistes dehors, » dit brutalement Marcelo. « Ils savent que nous t'avons retrouvé, et ils veulent tout savoir sur la façon dont cela s'est passé. Ils veulent des photos et des interviews. » Lucas fronça les sourcils. « Ils veulent me parler ? » « Ça oui, mais tu n'es pas obligé de parler à quiconque tu ne veux pas, » dit fermement Elena. « Ta vie privée est importante. Vont-ils me suivre partout, comme ils le font avec les stars de cinéma ?» demanda Lucas, sa voix faible. Marcelo et Elena échangèrent un regard. Ils ne pouvaient pas lui mentir. « Pendant un temps, oui, » admit Marcelo. « Notre famille est bien connue au Brésil. Je dirige une grande entreprise. Et lorsque tu as disparu, c'était une nouvelle nationale. Te retrouver... Les gens vont être très intéressés. » Lucas réfléchit. À l'école, il y avait une fille dont le père était dans une émission de télévision. Tout le monde lui posait toujours des questions à son sujet. Elle détestait ça. « Cela pourrait être comme ça, » dit doucement Elena. « Mais nous ferons tout notre possible pour te protéger. Et finalement, les gens perdront intérêt et passeront à autre chose. »« Que dois-je faire ?» demanda Lucas. « Pour l'instant, rien, » l'assura Marcelo. « Nous allons publier une courte déclaration à la presse, confirmant simplement que nous t'avons retrouvé et demandant le respect de la vie privée. Tu n'as pas à parler à personne, ni à te faire prendre en photo. » Lucas sembla soulagé. « D'accord.
Mais il y a autre chose dont nous devons discuter, ajouta Elena. L'école. L'expression de Lucas changea immédiatement. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'école, admit-il. Pas depuis que tante Rita est tombée malade. Nous pensions que vous auriez besoin de temps pour vous adapter avant de commencer dans une nouvelle école, dit Marcelo. Mais, tôt ou tard, vous devrez poursuivre vos études. Je vais aller dans une école normale, avec d'autres enfants, si c'est ce que tu souhaites, dit Elena, où nous pourrions organiser des cours particuliers à la maison, au moins au début. Lucas baissa les yeux sur son assiette. J'aimerais aller dans une vraie école, mais que se passe-t-il si les autres enfants savent qui je suis? Et s'ils posent des questions? C'était une préoccupation que Marcelo et Elena avaient déjà abordée. Nous trouverons une école où votre vie privée sera respectée, promit Marcelo, où tu pourras simplement être Lucas, pas une histoire de journaux. Après le petit déjeuner, tandis que Lucas allait avec Rosa essayer de nouveaux vêtements qui venaient d'être livrés, Marcelo reçut le projet de déclaration de Carlos. Il le lut avec Elena dans son bureau. « C'est bien, » dit Elena. « Simple, direct, demande de la discrétion. Rien qui ne puisse alimenter la frénésie médiatique. » Marcelo hocha la tête et envoya son approbation à Carlos. Dans l'heure qui suivit, la déclaration serait diffusée à tous les principaux organes de presse. Cela n'arrêterait pas les spéculations ou l'intérêt, mais cela pourrait aider à fixer certaines limites. Au fil de la journée, Lucas sembla de plus en plus à l'aise dans son nouvel environnement. Il explora le manoir avec une curiosité enfantine, posant des questions sur les œuvres d'art accrochées au mur et sur l'histoire de la maison. Elena le suivit, répondant patiemment, chérissant visiblement chaque instant. Marcelo se retrouva à les observer depuis les portes et les couloirs, frappé par la rapidité avec laquelle ils avaient tissé des liens. Elena avait toujours été une mère naturelle. Sa plus grande douleur lorsqu'ils avaient perdu leur fils avait été le vide dans ses bras, le silence dans la chambre d'enfant où elle avait prévu de passer ses journées. En début d'après-midi, la détective Olivera appela pour faire le point. « Nous avons progressé dans l'enquête, Monsieur Brandon, » dit-elle. « Nous avons interrogé les voisins et les anciens collègues de Madame Santos. Il semble qu'elle présentait des signes d'instabilité des mois avant l'enlèvement. Quelqu'un l'a remarqué? Quelqu'un l'a signalé? Cela ?» demanda Marcelo, la colère s'insinuant dans sa voix. « Malheureusement, non. Les gens ont vu les signes rétrospectivement, mais à l'époque, elle gardait une apparence fonctionnelle. Un collègue a mentionné que Madame Santos avait évoqué ses préoccupations concernant votre emploi du temps chargé, à vous et votre épouse, et le peu de temps que vous aviez pour votre fils. » Marcelo sentit la vieille culpabilité le submerger à nouveau. « Nous travaillions tous les deux, dit-il sur la défensive, mais nous étions des parents dévoués. Nous prenions du temps. Je comprends, Monsieur Brandon. Je ne suggère pas que vous ayez été négligent. Je partage simplement ce que nous avons appris sur l'état d'esprit de Madame Santos. » La détective continua. « Nous avons également trouvé des preuves qu'elle planifiait l'enlèvement depuis des semaines. Elle avait loué un appartement à Salvador sous un faux nom et créé de nouvelles pièces d'identité pour elle-même. Et le bébé. Salvador, c'est là qu'ils sont allés en premier. Oui, puis à Rio Belo Horizonte et plusieurs villes plus petites. D'après les documents que nous avons trouvés, elle ne restait jamais au même endroit plus d'un an ou deux. Elle avait clairement peur d'être découverte. » Marcelo pensa aux commentaires précédents de Lucas concernant les déménagements fréquents. Et sa famille? Lucia avait-elle des proches qui auraient pu savoir ce qu'elle avait fait? Nous nous penchons sur la question. Elle avait une sœur à Curitiba que nous essayons de localiser. Il est possible qu'elle se soit confiée à quelqu'un. Après avoir terminé l'appel, Marcelo alla chercher Lucas et Elena. Ils étaient dans le jardin, où Lucas caressait timidement Max, le berger allemand qui patrouillait le terrain, avec l'équipe de sécurité. « Il est amical une fois qu'il vous connaît », dit Marcelo en les approchant. Lucas leva les yeux avec un sourire. « Il est énorme. J'ai toujours voulu un chien, mais tante Rita disait que c'était trop. De tracas. Max est un chien de travail, » expliqua Marcelo. « Mais peut-être qu'un jour nous pourrions avoir un chien de famille, un chien juste pour la compagnie. » Le visage de Lucas s'illumina. « Vraiment? Vraiment », confirma Marcelo, échangeant un sourire avec Elena. Ce soir-là, après un dîner où Lucas a même demandé une deuxième portion, « Des progrès », murmura Elena à Marcelo, ils se réunirent dans le salon.
Les nouvelles étaient en sourdine, mais ils pouvaient voir leur propre visage à l'écran tandis que les journalistes discutaient du « miracle Brandão », comme ils l'appelaient. « Ils viennent de montrer ma photo », dit Lucas en pointant l'écran. « Où l'ont-ils prise ?» Marcelo plissa les yeux sur l'image. Une photo d'école de Lucas datant d'1 an ou 2, probablement dans les dossiers de votre ancienne école. Est-ce que c'est bien qu'il la montre? Non, dit Marcelo fermement. Ce n'est pas bien. Je demanderai à Carlos de s'en occuper. Elena prit la télécommande et éteignit la télévision. Ne nous inquiétons pas de ça pour le moment. Je pensais que nous pourrions faire quelque chose d'amusant ensemble. Aimerais-tu regarder un film? Lucas hocha la tête avec empressement. On peut avoir du popcorn? Bien sûr, dit Elena, semblant ravie d'une demande familiale aussi normale, alors qu'il s'installait pour regarder le film. D'animation choisi par Lucas, le téléphone de Marcelo vibra avec un SMS de Carlos. Mauvaise nouvelle, la sœur de Rita Santos s'est adressée au tabloïd. Elle prétend que Lucas n'est pas votre fils, que Rita lui a dit la vérité il y a des années, qu'elle l'avait adopté légalement auprès d'une mère adolescente. Marcelo sentit son sang glacé. Le test ADN avait confirmé que Lucas était leur fils. Cette femme mentait clairement. Mais la boue avait une façon de coller, quelle que soit la vérité. « Tout va bien ?» demanda Elena en remarquant son expression. « Juste du travail », mentit Marcelo ne voulant pas gâcher le moment. Il lui dirait plus tard, lorsque Lucas serait endormi. Le lendemain matin apporta de nouveaux défis. Le titre principal de chaque journal et site d'information était le même. La famille Santos affirme que le garçon Brando n'est pas l'héritier enlevé. Marcelo avait expliqué la situation à Elena la veille, et ils avaient convenu de protéger Lucas de cette nouvelle complication autant que possible. Mais il devenait de plus en plus difficile de le protéger du monde extérieur. « Nous avons les résultats de l'ADN, dit Elena en parcourant le bureau. Cette femme, comment s'appelle-t-elle? Claudia Santos, répondit Marcelo. Selon Carlos, elle exige un nouveau test ADN, supervisé par un laboratoire indépendant. Elle prétend que nous avons manipulé les résultats. C'est absurde. Pourquoi ferait-elle ça? De l'argent, dit Marcelo sèchement. Les tabloïds paient pour des histoires exclusives, et si elle peut semer le doute sur notre affirmation, elle pourrait penser qu'elle peut obtenir un règlement de notre part pour disparaître. Mais elle doit savoir que ce n'est pas vrai. Si elle était la sœur de Lucia, elle devait connaître l'enlèvement. Elle pourrait être accusée de complicité. Peut-être qu'elle ne le savait pas. Peut-être que Lucia lui avait dit qu'il s'agissait d'une adoption légale. Ou peut-être est-elle simplement opportuniste. Quoi qu'il en soit, nous devons régler cela rapidement, avant que cela ne s'aggrave. Carlos arriva 1 heure plus tard avec une mise à jour sombre. Elle a accordé des interviews à 3 grands réseaux. Elle prétend que Lucia a avoué sur son lit de mort qu'elle n'avait jamais enlevé d'enfant, que Lucas avait été légalement adopté auprès d'une mère adolescente qui ne le voulait pas. C'est un mensonge, dit Elena avec véhémence. L'ADN prouve que Lucas est notre fils. Je sais, dit Carlos, mais elle crée un doute dans l'esprit du public. Et elle est intelligente. Elle joue la carte de la sympathie, disant que Lucia était une femme bonne et aimante, qui est maintenant diffamée comme une enlèveuse, alors qu'elle n'est plus là pour se défendre. « Que faisons-nous » demanda Marcelo. « Nous devons passer à l'offensive » conseilla Carlos. « Une conférence de presse, vous deux présentant les preuves ADN, expliquant comment vous avez trouvé Lucas. Nous devons gagner le public à votre cause. »« Et Lucas » demanda Elena. « Cette femme dit essentiellement que nous ne sommes pas ses parents, que toute son identité est un mensonge. Comment le protégeons-nous de cela? Nous lui disons la vérité, dit Marcelo, aussi doucement que possible. Mais il a besoin de savoir ce qui se passe. Trouver les mots, juste pour expliquer la situation à un enfant de 10 ans, était presque impossible. Lucas était assis entre eux sur le canapé du bureau de Marcelo, son expression devenant de plus en plus confuse, puis angoissée, alors qu'il décrivait prudemment ce que Claudia Santos affirmait. « Mais vous êtes mes parents, dit-il, regardant Marcelo puis Elena. Le test l'a prouvé. « Oui, absolument. » dit Elena rapidement en lui prenant la main. « Le test l'a prouvé, et nous n'avons aucun doute. »« Alors pourquoi dit-elle ces choses ?» demanda Lucas. « Connaissait-elle tante Rita ?» Elle dit qu'elle est la sœur de tante. « Rita, » expliqua Marcelo, « mais nous ne savons pas si c'est vrai ou si elles étaient proches. Elle pourrait dire ces choses pour attirer l'attention ou pour de l'argent. » Lucas fronça les sourcils.
Donc elle ment à propos de moi? À propos de nous tous? Oui, dit Elena fermement. Elle ment, et nous allons nous assurer que tout le monde connaît la vérité. Comment? Marcelo et Elena échangèrent un regard. Nous allons parler à la presse, dit Marcelo. Nous leur montrerons les preuves qui prouvent que tu es notre fils. Dois-je leur parler aussi? Demanda Lucas, la voix faible. Non, absolument pas, l'assura Elena. Tu n'as pas à faire ce que tu ne veux pas faire. Mais Lucas les surprit. Après avoir réfléchi un instant, il dit « Et si je le voulais? Et si je voulais leur dire que vous êtes mes vrais parents ?» Marcelo ressentit une vague de fierté face au courage du garçon. « Es-tu sûr? Cela signifierait être à la télévision, avoir ta photo dans les journaux ?» Lucas hocha lentement la tête. « Je ne veux pas que cette femme dise du mal de vous, ou de tante Rita. Elle m'aimait même si elle a fait une mauvaise chose. » Elena prit Lucas dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu es un garçon extraordinaire, mais c'est une grande décision. Réfléchissons-y, d'accord? Il pourrait y avoir d'autres façons de gérer cela. » Plus tard ce jour-là, Carlos organisa une conférence de presse pour le lendemain matin. Marcelo et Elena présentèrent les preuves ADN, ainsi que la couverture et la médaille qui avaient permis d'identifier Lucas. Ils avaient décidé de ne pas faire comparaître Lucas malgré son offre. Le risque de le traumatiser davantage était trop grand. En tombant du soir, un visiteur inattendu arriva au manoir. La détective Oliveira se tenait à la porte, son expression grave. « Je suis désolé de vous déranger si tard », dit-elle tandis que Marcelo la conduisait dans le bureau. « Mais je pensais que vous devriez l'apprendre de moi en premier, avant que cela ne fasse les gros titres. »« Qu'y a-t-il » demanda Elena, les rejoignant. « Nous avons retrouvé et interrogé Claudia Santos. Elle est bien la sœur de Lucia, mais son histoire ne tient pas debout. Elle a affirmé que Lucia lui avait parlé de l'adoption de Lucas auprès d'une mère adolescente, mais n'a pu fournir aucun détail, aucun nom, aucune date, aucun lieu pour cette prétendue adoption. Donc, elle ment, dit Marcelo. Nous le pensons, mais il y a plus. La détective hésita. Nous avons trouvé les relevés bancaires de Lucia. Pendant des années, elle a reçu des paiements réguliers d'un compte numéroté, de gros paiements. Marcelo et Elena la regardèrent sous le choc. « Est-ce que vous dites que quelqu'un l'a payé pour prendre notre fils ?» chuchota Elena. « C'est ce que cela semble indiquer. Les paiements ont commencé le mois suivant l'enlèvement et ont continué jusqu'à il y a environ 2 ans. »« Qui ?» demanda Marcelo. « Qui la payait? Nous ne le savons pas encore. C'est une piste financière complexe, conçue pour être difficile à suivre. Mais nous y travaillons. » Après le départ de la détective, Marcelo et Elena restèrent assis dans un silence stupéfait. « Cela change tout, » dit finalement Elena. « Si quelqu'un était derrière l'enlèvement, quelqu'un qui pouvait se permettre de payer Lucia pendant des années, » ajouta Marcelo. « Quelqu'un avec des ressources. Mais qui voudrait nous enlever notre fils? Qui nous haïrait à ce point ?» L'esprit de Marcelo parcourut les possibilités. Des rivaux commerciaux. Oh, des ennemis politiques. Il en avait fait beaucoup au fil des ans. Mais cibler son bébé, ce niveau de cruauté semblait impensable. « Nous devons faire attention, » dit-il, prenant la main d'Elena. « Si quelqu'un était prêt à orchestrer l'enlèvement de notre fils, qu'est-ce qu'il pourrait encore faire ?» Les yeux d'Elena s'écarquillèrent de peur soudaine. « Lucas, nous devons renforcer la sécurité. Je l'ai déjà fait. Après le début de la frénésie médiatique, j'ai doublé le nombre de gardes et amélioré tout le système. Personne ne s'approche de lui sans passer par plusieurs points de contrôle. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit bien. La question les hantait. Qui était derrière l'enlèvement de leur fils? Et étaient-ils toujours là-bas à les regarder tenter de reconstruire ce qui leur avait été si violemment enlevé? La conférence de presse du lendemain matin fut un événement soigneusement orchestré. Marcelo et Elena présentèrent un front uni, partageant leur histoire avec une émotion maîtrisée qui captiva les téléspectateurs. Ils présentèrent les preuves, les résultats de l'ADN, la couverture, la médaille, et s'adressèrent directement aux affirmations de Claudia Santos. « La science est claire », déclara fermement Marcelo. « Lucas est notre fils biologique, Marcelo Brandão Jr., qui a été enlevé de notre domicile il y a 10 ans. Quiconque affirme le contraire se trompe ou répand délibérément des faussetés. » Elena ajouta « Nous comprenons qu'il s'agit d'une histoire sensationnelle, mais au centre de tout cela
se trouve un petit garçon qui a déjà vécu plus de choses qu'aucun enfant ne devrait avoir à supporter. Nous demandons votre respect et votre compréhension pendant que notre famille guérit et se reconnecte. La conférence de presse se déroulait bien jusqu'à ce qu'un journaliste d'un tabloïd se lève. Monsieur Brandão, des sources proches de votre ex-femme affirment que vous aviez une liaison avec Lucia Santos avant la disparition de votre fils. L'enlèvement aurait-il pu être un acte de vengeance lorsque vous avez mis fin à la relation? La salle explosa dans le chaos alors que les journalistes criaient des questions de suivi. Marcelo resta figé, pris de court par l'accusation. Elena le regarda, le visage pâle. « C'est absolument faux », dit finalement Marcelo, la voix serrée par la colère. « Ces sources fabriquant des mensonges vicieux. Lucia Santos était notre employé de confiance, rien de plus. » Carlos mit rapidement fin à la conférence de presse, mais le mal était fait. En quittant l'hôtel où l'événement avait eu lieu, Elena resta silencieuse, le corps raide de tension. « Ce n'est pas vrai », dit Marcelo dès qu'ils furent seuls dans la voiture. « Elena, tu dois me croire, je n'ai jamais eu de relation avec Lucia au-delà de celle d'employeur et d'employé. » Elena regarda par la fenêtre. « Alors pourquoi quelqu'un dirait-il ça? Pourquoi inventer un mensonge aussi précis? Pour vendre des journaux, pour obtenir des clics, ou... » Marcelo fit une pause, une pensée soudaine lui venant à l'esprit. « Ou pour détourner l'attention de la vraie histoire, que quelqu'un payait Lucia pour nous éloigner de notre fils. » Elena se tourna pour le regarder. « Tu penses que c'est lié, cette nouvelle accusation et les paiements que la détective Oliveira a trouvés? Je ne sais pas. Mais cela semble être une étrange coïncidence, n'est-ce pas? Juste, au moment où la police découvre des preuves de conspiration, il y a soudainement une nouvelle affirmation sensationnelle pour occuper les gros titres. En arrivant à la maison, Lucas les attendait, le visage anxieux. « J'en ai vu un peu, à la télé, dit-il. Allez-vous bien ?» Elena s'agenouilla et le serra dans ses bras. « Nous allons bien, juste fatigués. Les gens disaient des choses méchantes, observa Lucas. À propos de nous tous. Parfois, les gens disent des choses méchantes parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, dit Marcelo les rejoignant. Ou parce qu'ils ne se soucient pas de la vérité. Mais nous savons ce qui est réel, n'est-ce pas? Lucas hocha la tête. Que nous sommes une famille. Exactement, dit Elena, la voix épaisse d'émotion. Peu importe ce que les gens disent, c'est la vérité. Nous sommes une famille. Ce soir-là, la détective Oliveira a appelé à nouveau. Nous avons fait une percée en retraçant ses paiements à Lucia Santos, dit-elle. Ils sont passés par une série de sociétés écrans, mais nous avons trouvé un lien avec Miguel Alvarez. Marcelo sentit le sang lui quitter le visage. Miguel Alvarez avait été son associé il y a 20 ans. Leur partenariat avait mal tourné, Marcelo, ayant exposé les activités illégales de Miguel et l'ayant contraint à quitter l'entreprise. Miguel était allé en prison pour fraude et avait publiquement juré de se venger lors de sa libération. Alvarez, répéta Marcelo, la voix creuse. J'aurais dû le savoir. Il a été libéré de prison il y a 11 ans, continua la détective. Quelques mois seulement avant l'enlèvement de votre fils. L'avez-vous retrouvé, arrêté? C'est le problème. Nous ne pouvons pas le localiser. Sa dernière adresse connue était en Argentine, mais on ne l'a pas vu là-bas depuis des mois. Après avoir raccroché, Marcelo partagea la nouvelle avec Elena. Miguel Alvarez, dit-elle, le nom suscitant clairement des souvenirs. Tu m'as dit qu'il t'avait menacé lors de son procès. Il a dit qu'il te prendrait ce que tu lui avais pris. Je n'ai jamais pensé qu'il parlait de notre enfant, dit Marcelo, la voix brisée. Je pensais qu'il parlait de l'entreprise, de ma réputation, pas de Marcelo Jr. Que faisons-nous maintenant? Demanda Elena. S'il est toujours quelque part, nous protégeons notre fils, dit fermement Marcelo, et nous laissons la police faire son travail. Alvarez ne peut pas se cacher éternellement. Il ne savait pas que Miguel Alvarez était plus proche qu'il ne le pensait. À ce moment précis, il s'enregistrait dans un hôtel de São Paulo sous un faux nom, les yeux fixés sur la télévision du hall, où la conférence de presse de Marcelo et Elena était retransmise. « Tu as retrouvé ton petit garçon, n'est-ce pas, Marcelo ?» murmura-t-il à lui-même. « Comme c'est touchant. Mais nous n'avons pas encore fini, pas du tout. » Le soleil du matin traversait les fenêtres du manoir Brandão, mais la chaleur ne pouvait atteindre le froid qui s'était installé dans la famille. Marcelo se tenait dans son bureau, le téléphone collé à l'oreille,
tandis qu'il recevait la dernière mise à jour de la détective Oliveira. « Nous avons alerté les contrôles aux frontières et la sécurité des aéroports, disait-elle. Si Alvarez essaye de quitter le pays, nous le saurons. Et ici, à Sao Paulo, demanda Marcelo, la voix tendue. Il est là, je le sens. Nous avons des agents qui examinent les images de sécurité des hôtels, des agences de location de voitures, partout où il aurait pu se montrer. Mais Alvarez a des ressources et de l'expérience pour rester caché. Après avoir raccroché, Marcelo regarda par la fenêtre le jardin où Lucas jouait avec Max, sous l'œil vigilant de 2 gardes de sécurité. Le garçon s'était rapidement lié d'amitié avec le berger allemand, et le chien semblait tout aussi attaché à lui. C'était l'une des rares choses normales et joyeuses dans leur existence autrement tendue. Elena entra dans le bureau, le visage marqué par l'inquiétude. « Des nouvelles ? Rien de concret, admit Marcelo. La police est à la recherche, mais Alvarez sait comment rester hors du radar. » Elena le rejoignit à la fenêtre. « Il a l'air heureux, dit-elle, regardant Lucas lancer une balle à Max. Malgré tout. Les enfants sont résilients, répondit Marcelo. Plus que nous ne le pensons. J'y ai réfléchi, dit Elena, hésitant légèrement. Peut-être devrions-nous emmener Lucas pendant un certain temps, quelque part au calme, loin des médias et de tout danger potentiel. Marcelo y réfléchit. Où irions-nous? Dans l'ancienne maison de mes parents à la campagne. C'est isolé, paisible. Personne ne s'attendrait à ce que nous y allions. Elle le regarda avec incertitude. Nous tous, je veux dire. Toi, moi et Lucas. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, une compréhension partagée qui transcendait les années de séparation et de souffrance. Ils étaient maintenant liés par plus que leur passé. Ils étaient liés par leur fils et par la menace qui planait sur lui. « Je pense que c'est une bonne idée, » dit Marcelo. « Nous pouvons partir ce soir, discrètement. » Carlos arriva en début d'après-midi avec les derniers reportages médiatiques. L'accusation, concernant la prétendue liaison de Marcelo avec Lucia, s'était répandue comme une traînée de poudre, malgré leur dénégation. « C'est un désastre, » admit Carlos, « mais nous avons une stratégie. J'ai organisé une interview exclusive avec Maria Souza de National News. Elle est juste, respectée. Vous pouvez répondre directement à ces rumeurs, puis déplacer l'attention vers la vraie histoire, l'implication d'Alvarez. Non, dit fermement Marcelo. Plus d'interviews, plus de déclarations publiques. Nous quittons la ville ce soir. Carlos eut l'air surpris. Partir, mais cela pourrait être perçu comme un aveu de culpabilité. Le public pourrait penser « Je me fiche de ce que pense le public », coupa Marcelo. Tout ce qui compte, c'est la sécurité de mon fils. Elena posa une main sur son bras. Carlos, nous apprécions tout ce que tu as fait, mais pour l'instant, notre priorité absolue est la sécurité et le bien-être de Lucas. Une fois Alvarez arrêté, on pourra se préoccuper de notre image publique. Après le départ de Carlos, visiblement mécontent de leur décision, ils commencèrent les préparatifs. Elena appela le gardien de la maison de campagne de ses parents pour préparer son arrivée. Marcelo organisa un transport sécurisé et informa seulement son personnel de sécurité, le plus fiable de leur plan. Ils décidèrent de ne dire à Lucas que le nécessaire, qu'il partait en voyage familial dans un endroit spécial où Elena avait grandi. « Comme des vacances ?» demanda Lucas, les yeux brillants à cette perspective. « Exactement comme des vacances », lui assura Elena. « Il y a un lac pour nager, des bois à explorer et beaucoup d'espace pour que Max puisse courir. Max vient aussi ? Bien sûr, dit Marcelo souriant à l'enthousiasme du garçon. Il fait partie de la famille maintenant, n'est-ce pas ? Au crépuscule, ils étaient presque prêts à partir. Marcelo avait organisé le départ simultané de 3 voitures identiques de la propriété, une précaution au cas où quelqu'un les surveillerait. Ils voyageraient dans une seule voiture, avec une sécurité dans une autre, tandis que la 3e servirait de leur. Elena était à l'étage en train d'aider Lucas à ranger quelques jouets et livres, préférés lorsque Marcelo reçut un appel inattendu. Le numéro était masqué. « Brandon », répondit-il avec prudence. « Bonjour Marcelo, ça fait longtemps. » La voix glaça le sang de Marcelo. Même après 20 ans, il la reconnaîtrait n'importe où. « Alvarez », dit-il, luttant pour garder sa voix stable. « La police vous recherche. » Un faible rire parvint au téléphone. « Je suis sûr qu'ils le sont, mais ils ne me trouveront pas avant que je le veuille. Que voulez-vous ?
N'avez-vous pas assez fait? Assez? La voix d'Alvarez se durcit. Vous avez détruit ma vie, Marcelo. Vous m'avez tout pris. Mon entreprise, ma réputation, ma liberté. 10 ans de prison. Savez-vous ce que c'est? Vous avez commis une fraude. Vous avez volé nos investisseurs. J'ai fait ce qui était juste. Vous avez fait ce qui était commode, cracha Alvarez. Vous aviez besoin d'un bouc émissaire, et c'était moi. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que vous avez retrouvé votre précieux fils. C'est touchant. Marcelo ressentit une vague de peur. Laissez ma famille hors de ça. Votre querelle est avec moi. Vraiment? Je pensais que mon message était clair. J'ai pris ce qui vous importait le plus, tout comme vous avez pris ce qui m'importait le plus. C'était un enfant innocent, dit Marcelo, la colère montant dans sa voix. Et il a eu une bonne vie, répondit Alvarez, son ton soudainement décontracté. Je me suis assuré de ça. Lucia était bien payée pour s'occuper de lui. Je ne suis pas un monstre, Marcelo. Alors pourquoi appeler maintenant? Que voulez-vous de plus de nous? Il y eut une pause. Je veux vous voir souffrir un peu plus longtemps, sachant que je suis là-bas, que je pourrais être n'importe où, que je pourrais toujours le reprendre. Marcelo sentit sa main se serrer autour du téléphone. Si vous vous approchez de mon fils, vous allez quoi? Interrompit Alvarez. Appeler la police? Ils ne peuvent pas le protéger chaque minute de chaque jour. Rappelez-vous ça, Marcelo. Rappelez-vous ce sentiment d'impuissance. C'est avec ça que j'ai vécu pendant 10 ans. La ligne se coupa. Marcelo resta figé, le téléphone encore collé à son oreille. Elena apparut sur le seuil, Lucas derrière elle. « Qui était-ce » demanda-t-elle, remarquant son expression. « Personne » mentit Marcelo, essayant de se reprendre. « Juste un appel professionnel. Sommes-nous prêts à partir ?» Elena hocha la tête, mais ses yeux étaient suspects. Elle le connaissait trop bien, même après toutes ces années de séparation. Ils se dirigèrent vers le garage où les voitures attendaient. Comme prévu, les véhicules partirent à différents intervalles. Marcelo, Elena et Lucas étaient dans la voiture du milieu, avec Max assis alerte entre Lucas et Elena sur la banquette arrière. Alors qu'ils traversaient les rues calmes de São Paulo, Marcelo ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'ils étaient surveillés. L'appel d'Alvarez l'avait plus ébranlé qu'il ne voulait l'admettre. « Quelque chose ne va pas », dit Elena doucement, après que Lucas se soit endormi à côté d'elle. « Qui vous a vraiment appelé, Marcelo ?» Il hésita puis soupira. « Alvarez, il a appelé pour nous menacer, pour nous faire savoir qu'il est toujours là-bas. » La main d'Elena alla instinctivement sur la tête de Lucas, caressant ses cheveux pendant son sommeil. A-t-il dit ce qu'il voulait? Nous voir souffrir, nous faire vivre dans la peur. Marcelo croisa son regard dans le rétroviseur. « Mais je ne laisserai pas ça arriver. Je ne le laisserai pas nous reprendre notre fils. » 2 heures. Plus tard, ils arrivèrent à la maison de campagne. C'était une ferme modeste mais charmante, nichée au milieu de collines ondulantes, avec un petit lac visible au loin. L'équipe de sécurité fit un contrôle complet de la propriété avant de laisser la famille entrer. Lucas, qui s'était réveillé à leur arrivée, regarda autour de lui avec émerveillement. « C'est si grand !» s'exclama-t-il, courant de pièce en pièce. Max le suivait à ses trousses, tout aussi excité par le nouvel environnement. « J'ai passé tous les étés ici quand j'étais petite », lui dit Elena, souriant à son enthousiasme. « Ma chambre était à l'étage, celle avec la porte bleue. Aimerais-tu la voir ?» Pendant qu'Elena faisait visiter les lieux à Lucas, Marcelo s'entretint avec le chef de la sécurité. « La propriété est sécurisée », rapporta l'homme. « Nous avons des hommes postés à tous les points d'accès, et nous avons installé des caméras et des capteurs de mouvement supplémentaires. Personne n'entre sans que nous le sachions. »« Bien, » dit Marcelo, « et je veux des patrouilles, régulières, jour et nuit. Déjà organisées, monsieur. » Pour la première fois depuis qu'il avait appris l'implication d'Alvarez, Marcelo sentit qu'il pourrait être en sécurité. La maison de campagne était assez isolée pour éviter l'attention des médias, mais assez sécurisée pour les protéger de toute menace. Ce soir-là, alors qu'une pleine lune illuminait la campagne, ils étaient assis sur la véranda. Lucas s'était endormi dans une balançoire, la tête reposant sur l'épaule d'Elena. « Il semble paisible ici », observa Marcelo doucement. Elena hocha la tête. « C'est bon pour lui d'être loin de la ville, loin de toutes les caméras. Et des questions. »« Elena, » commença Marcelo hésitamment, « j'ai réfléchi à l'avenir.
à ce qui se passera quand tout sera fini, quand Alvarez sera arrêté. Et, demanda-t-elle lorsqu'il ne continua pas, je ne veux pas revenir à ce que c'était avant. Nous vivions séparément, à peine nous parlions. Il prit une profonde inspiration. Lucas a besoin de ses deux parents. Suggérez-vous que nous nous remettions ensemble. Après tout ce qui s'est passé, je suggère que nous essayions. Non pas pour les apparences, pas seulement pour Lucas, mais pour nous. Marcelo la regarda directement. Je ne t'ai jamais cessé d'aimer, Elena, même quand nous étions au plus mal, nous blessant mutuellement, parce que nous ne supportions pas notre propre douleur, je t'aimais. Elena resta silencieuse pendant un long moment, ses doigts caressant doucement les cheveux de Lucas. Je ne sais pas si nous pouvons revenir en arrière, Marcelo. Il s'est passé trop de choses. Alors nous ne revenons pas en arrière. Nous commençons quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Avant qu'Elena ne puisse répondre, Max se leva soudainement, les oreilles dressées. Un grognement sourd sortit de sa gorge. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon ?» demanda Marcelo immédiatement sur ses gardes. Le chien se déplaça au bord de la véranda en continuant à grogner. Au loin, ils purent voir les lumières de sécurité s'activer alors que quelqu'un ou quelque chose se déplaçait près du périmètre. Marcelo chercha son téléphone pour appeler la sécurité lorsque les lumières s'éteignirent, toutes plongeant la propriété dans l'obscurité, à l'exception du clair de lune. « Rentrez à l'intérieur », ordonna Marcelo, relevant Elena et Lucas. Maintenant. Ils se précipitèrent dans la maison, Marcelo verrouillant la porte derrière eux. Lucas, maintenant complètement réveillé, avait l'air terrifié. « Que se passe-t-il » chuchota-t-il. « Probablement juste une panne de courant. » Qu'est-ce dit Elena calmement, bien que ses yeux racontent une autre histoire, lorsqu'elle croisa le regard de Marcelo. Marcelo essaya d'appeler la sécurité, mais il n'y avait pas de signal. « Les lignes téléphoniques doivent être coupées. »« Aussi, » dit-il, essayant de ne pas laisser l'alarme transparaître dans sa voix. Max continua à grogner, maintenant en train de faire les 100 pas anxieusement près de la porte d'entrée. « La salle sécurisée ?» dit Elena soudainement. « Mon père en a construit une dans le sous-sol. Elle est sécurisée avec son propre générateur. » Marcelo hocha la tête. « Montrez-nous. » Ils suivirent Elena à travers la maison sombre, utilisant la lampe, torche du téléphone de Marcelo pour les guider. La porte du sous-sol était cachée derrière une bibliothèque dans le bureau. À l'intérieur, un escalier étroit menait à une porte renforcée. Elena appuya sa main contre un panneau et la porte s'ouvrit. « Mon père était paranoïaque au sujet des enlèvements, » expliqua-t-elle. « Il l'a installé quand j'étais enfant, et il a mis à jour la sécurité avant de mourir. » La salle sécurisée était petite mais bien équipée, avec des écrans affichant les flux des caméras autour de la propriété, des caméras fonctionnant sur une source d'alimentation indépendante. « Restez ici, » dit Marcelo une fois qu'Elena et Lucas furent à l'intérieur. « Verrouillez la porte derrière moi. »« Où allez-vous » demanda Elena, lui saisissant le bras. « Pour savoir ce qui se passe, pour protéger ma famille. »« Marcelo ?»« Non, supplia-t-elle. Restez avec nous. L'équipe de sécurité, je ne peux pas les joindre, » dit-il sombrement. « Les communications sont coupées. Quelqu'un a planifié ça. Quelqu'un qui savait que nous étions là. »« Alors il est trop dangereux de sortir. » Marcelo prit son visage entre ses mains. « J'ai perdu notre fils une fois parce que je n'étais pas là pour le protéger. Je ne recommencerai pas cette erreur. » Avant qu'elle ne puisse protester, davantage, il l'embrassa rapidement puis se baissa vers Lucas. « Reste avec ta mère. Fais exactement ce qu'elle te dit. Je reviens bientôt. »« Promis ?» demanda Lucas, d'une petite voix. « Promis. » Avec Max à ses côtés, Marcelo quitta la salle sécurisée, entendant le verrou se refermer derrière lui. Il traversa prudemment la maison, écoutant attentivement tout bruit qui pourrait trahir un intrus. Les moniteurs de sécurité avaient démontré un mouvement au périmètre est avant qu'il n'entre dans la salle sécurisée. Ce serait son point de départ. Dehors, la nuit était anormalement calme. Pas de criquets, pas d'oiseaux de nuit, juste le silence et le clair de lune. Marcelo fit le tour de la maison, restant dans l'ombre. Max marchait à ses côtés, alerte et tendu. Ils avaient presque atteint la porte est lorsque Max se figea, un grondement sourd résonnant dans sa poitrine. Marcelo s'arrêta, forçant sa vue dans la pénombre. Une silhouette émergea des ténèbres, et le sang de Marcelo glaça. Miguel Alvarez semblait plus âgé,
Ses cheveux, autrefois noirs, étaient maintenant gris, son visage marqué par des années de souffrance. Mais ses yeux étaient les mêmes, froids, calculateurs, remplis de haine. « Bonjour Marcelo, dit-il, avec douceur. Belle nuit, n'est-ce pas? Comment nous avez-vous trouvé? Demanda Marcelo. Alvarez sourit. L'argent achète l'information. Cela a toujours été le cas, et cela le sera toujours. Un de vos employés a été assez serviable pour le bon prix. Que voulez-vous, Alvarez? N'avez-vous pas assez fait de mal à ma famille? Je vous l'ai dit au téléphone. Je veux que vous souffriez, que vous sachiez ce que ça fait, de tout perdre. Alvarez plongea dans sa veste et sortit une arme. Où est le garçon? Max grogna plus fort, se plaçant légèrement devant Marcelo. Vous n'allez pas toucher à mon fils, dit Marcelo, la voix ferme malgré sa peur. Votre fils, cracha Alvarez. Pendant 10 ans, il a été loin de vous. 10 ans, tout comme j'étais en prison. Cela semblait juste. Il n'y avait rien de juste à voler un enfant à ses parents. Rien de juste dans ce que vous lui avez fait, à nous. Épargnez-moi. Votre indignation morale, Marcelo. Vous n'êtes pas un saint. Vous avez bâti votre empire sur les ruines du mien. J'ai bâti mon entreprise honnêtement. C'est vous qui coupiez les coins, qui brisiez les lois. Le visage d'Alvarez se tordit de colère. Assez parlé. Où est le garçon? Où est votre précieux fils? Vous ne le trouverez jamais, dit Marcelo. Et même si vous le faisiez et après, le reprendre, le blesser. C'est un enfant innocent, Alvarez. C'est entre vous et moi. Tout ce que vous aimez est entre vous et moi, grogna Alvarez, levant son arme. Maintenant, dites-moi où ils sont, où je vais. Un bruit soudain derrière Alvarez le fit se retourner. Dans cet instant de distraction, Max se jeta en avant, un flou de fourrure et de fureur. Le chien saisit le bras d'Alvarez dans ses puissantes mâchoires, et l'arme vola. Marcelo n'hésita pas. Il chargea en avant, plaquant Alvarez au sol. Les deux hommes luttèrent dans la terre, des années de haine alimentant leur force. Alvarez était plus âgé mais toujours fort, et il se battit avec le désespoir d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Il réussit à porter un coup solide à la mâchoire de Marcelo, le laissant momentanément sonner. « Je vais tout vous prendre », siffla Alvarez, ses mains se dirigeant vers la gorge de Marcelo. « Votre fils, votre femme, votre vie. » La vision de Marcelo commença à se brouiller lorsque les doigts d'Alvarez se resserrèrent autour de son cou. Mais la pression se relâcha soudainement. Max était revenu, serrant ses mâchoires sur l'épaule d'Alvarez, le tirant de dessus. Marcelo point en temps pour reprendre son souffle. Marcelo se releva en hâte. Alvarez était par terre, se débattant avec le chien, essayant de repousser l'attaque de Max. Le bruit qui avait distrait Alvarez devint clair, des sirènes au loin, de plus en plus fortes. « C'est fini, Alvarez », dit Marcelo, récupérant, l'arme tombée et la braquant sur son ancien associé. « La police arrive. » Alvarez, saignant là où Max l'avait mordu, leva les yeux avec une haine pure. « Cela ne sera jamais fini. Pas tant que je suis en vie. »« Alors vous passerez le reste de votre vie en prison, » répondit Marcelo. « Là où vous appartenez. » Quelques minutes plus tard, les voitures de police envahirent la propriété. La détective Oliveira fut parmi les premières à les atteindre. « Allez-vous bien, monsieur Brandão ?» demanda-t-elle, remarquant son visage meurtri et ses vêtements déchirés. « Je vais bien, » la rassura-t-il. « Mais comment saviez-vous venir ici? »« Votre équipe de sécurité, » expliqua-t-elle. Lorsque les communications ont été coupées, leur protocole était d'alerter la police locale. Et nous suivions les mouvements d'Alvarez. Nous savions qu'il était dans le secteur. Alors qu'Alvarez était emmené menotté, crachant des menaces et des insultes, Marcelo retourna précipitamment à la maison. Le courant avait été rétabli et il trouva Helena et Lucas sortant de la salle sécurisée, ayant tout vu sur les moniteurs de sécurité. « Vous êtes blessé », s'écria Helena se précipitant vers lui. « Ce n'est rien », dit Marcelo grimaçant légèrement lorsqu'elle toucha sa mâchoire meurtrie. « C'est fini maintenant. Alvarez est en garde à vue. » Lucas leva les yeux vers son père, les yeux grands ouverts. « Max vous a sauvé. » « Il l'a fait », acquiesça Marcelo se baissant pour caresser la fourrure du chien. « C'est un héros. » Plus tard dans la nuit, après que la police eut pris leur déclaration et était partie, après que Lucas se soit enfin endormi avec Max lové de façon protectrice au pied de son lit, Marcelo et Helena s'assirent ensemble sur la véranda où tout avait commencé. « J'avais tellement peur, » admit Helena. « Lorsque je vous ai vu vous battre avec lui, j'avais peur aussi, avoua Marcelo.
Pas pour moi, mais pour vous et Lucas. La pensée de vous perdre, l'un ou l'autre, à nouveau. » Sa voix se brisa. Elena tendit la main et prit la sienne. « Vous m'avez posé des questions plus tôt sur l'avenir, sur nous. Vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, » dit rapidement Marcelo. « Il s'est passé trop de choses, trop d'émotions. »« Non, » dit fermement Elena. « J'ai vécu sans vous pendant 10 ans, Marcelo. 10 ans de demi-vie, de vide. Et puis, en une semaine, tout a changé. Notre fils est revenu vers nous. Et je me suis souvenu, vous vous êtes souvenu de quoi? Ce que ça faisait d'être une famille, ce que ça faisait de vous aimer. » Elle serra sa main. « Je ne me suis jamais arrêté, vous savez. Même quand je vous ai détesté pour ne pas avoir protégé notre fils, pour vous être jeté dans le travail au lieu de partager notre deuil, je vous ai toujours aimé. » Marcelo se tourna pour la regarder pleinement. « Voulez-vous dire? » Je dis oui. Oui pour essayer à nouveau. Oui pour construire quelque chose de nouveau, nous trois, ensemble. Le baiser qu'ils partagèrent fut doux, hésitant, un nouveau commencement plutôt qu'une résurrection. Lorsqu'ils se séparèrent, Marcelo posa son front contre le sien. « Nous avons beaucoup à éclaircir, » dit-il doucement, « beaucoup à guérir. »« Nous avons le temps, » répondit Elena. « Tout le temps dont nous avons besoin. » 6 mois plus tard, la famille Brandão s'était installée dans un nouveau rythme. La frénésie médiatique avait fini par s'éteindre, surtout après que le procès sensationnel d'Alvarez eut révélé toute l'étendue de sa vengeance de 10 ans. Il avait été condamné à 20 ans pour l'enlèvement et d'autres accusations. Lucas avait commencé une nouvelle école, où il s'épanouissait. Grâce à la thérapie et au soutien indéfectible de ses parents, il s'adaptait à sa nouvelle identité, intégrant son passé en tant que Lucas à son présent, en tant que Brandão. Marcelo s'était retiré des opérations quotidiennes de son entreprise, privilégiant le temps passé avec sa famille. Elena était revenue à sa passion pour la défense des enfants, maintenant avec une mission personnelle d'aider les familles touchées par l'enlèvement. Ils avaient décidé de garder les 2 maisons, le manoir en ville et la maison de campagne, partageant leur temps entre les deux. Aujourd'hui, ils étaient à la maison de campagne, célébrant le 11e anniversaire de Lucas. La fête était petite, juste eux 3, Rosa et quelques amis proches que Lucas s'était fait dans sa nouvelle école. Max, maintenant officiellement l'animal de compagnie de la famille, plutôt que juste un chien de sécurité, courait dans le jardin avec les enfants. Alors que Marcelo regardait son fils souffler les bougies de son gâteau, Elena à ses côtés, il ressentit un profond sentiment de gratitude. Le voyage avait été long et douloureux, marqué par la perte et le chagrin. Mais les voilà, ensemble contre toute attente. La couverture bleue qui les avait réunis était maintenant encadrée dans une boîte à souvenirs dans la chambre de Lucas. Un rappel, non pas des années perdues, mais du miracle qui les avait réunis. « Heureux ?» demanda Elena, passant son bras autour de sa taille. « Plus que je ne l'aurais jamais cru possible », répondit Marcelo, la rapprochant de lui. De l'autre côté du jardin, Lucas leva les yeux et surprit ses parents, le regardant. Il sourit, un sourire radieux et insouciant qui leur en dit plus que des mots ne pourraient jamais le faire. Il était à la maison. Il était aimé. Il était à sa place. Le secret de la couverture les avait ramenés l'un à l'autre. Non seulement à leur fils, mais à la famille qu'ils étaient toujours destinés à être, à travers les ténèbres et la douleur, à travers la séparation et la perte, ils avaient retrouvé leur chemin vers l'amour. Et cela, Marcelo le savait, était le plus grand miracle de tous. Alors que le soleil commençait à se coucher sur la fête d'anniversaire de Lucas, projetant une lueur dorée sur le jardin, Marcelo regarda sa famille et fit une promesse silencieuse. Cette fois, il protégerait ce qui comptait le plus. Cette fois, rien ne les séparerait. Cette fois, leur histoire aurait la fin qu'elle méritait.